Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la quatrième journée du top 14 de la saison 2025-2026. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je fais des analyses de chaque journée du top 14 plus quelques vidéos bonus de temps en temps, donc si vous aimez mon contenu, vous savez ce qu'il reste à faire. Mais bref, retournons à la vidéo et au premier match de cette journée, à savoir le Stade Français qui recevait l'Union Bordeaux-Bègles. Bon franchement, le Stade Français, ils ont sorti les muscles face à l'UBB. Ils ont été hyper autoritaires et en défense, ils n'ont rien lâché. Ils ont été hyper agressifs sur le premier rideau, ça perçait très peu, et les rares fois où l'UBB a franchi, j'ai trouvé que le Stade Français était vraiment impliqué, tous les joueurs étaient en sprint pour revenir aller chercher les mecs, tout ça. C'est vraiment une mentalité qu'on n'avait plus vue depuis longtemps à Paris. Là où ils ont été hyper forts aussi également les Parisiens, c'est dans les rucks, ils ont gratté énormément de ballons face à l'UBB, et sur leur propre ruck, bah à l'inverse, ils ont été efficaces, ils ont souvent conservé le ballon. Et ce qui m'a fait plaisir aussi du côté de Stade Français, c'est qu'ils ont retrouvé aussi ces talents offensifs qui manquaient un petit peu, qu'on avait revu un petit peu contre Montauban. Là, ils ont marqué 3 essais officiellement, mais il y en a aussi 3 autres qui ont été inscrits mais qui ont été refusés, à juste titre. Ça prouve que le Stade Français sait de nouveau franchir la ligne, et même c'est dommage, je trouve pour eux, qu'il n'y ait pas de bonus offensif à la fin, tellement la domination était importante. Côté UBB, bon là c'est vraiment un match à oublier, il n'y avait rien qui allait, que ce soit dans l'état d'esprit ou dans la réalisation technique. À part le ballon porté qui amène les Sedwoki en tout début de seconde période, franchement, on n'a rien vu du côté de Bordeaux. C'est pas la première fois, il y avait eu cette première mi-temps au Racing, et je pense que l'UBB va devoir se remettre la tête à l'endroit à l'extérieur, car c'est pas possible pour un club de ce standard de prendre des roustes comme ça à l'extérieur. On continue avec le multi-rugby, et d'abord le Stade Rochelais qui recevait Perpignan. Perpignan commence très fort, il y a notamment cet essai de Maxime Granel qui est très très beau, franchement j'ai trouvé impressionnant là-dessus. On a d'abord une combinaison de trois quarts qui est bien faite avec une percée de Théo Forner, qui va chercher son ailier Maxime Granel du coup dans les couloirs, et là, un cadrage débordement décolle sur David Nignashvili s'il vous plaît. Ça franchement c'est un geste technique que peu de joueurs savent maîtriser, et là c'était vraiment hyper beau à voir. Pleine vitesse, crochet magnifique, rien à dire sur ce geste. Puis surtout que Perpignan sur cette première mi-temps domine les bases également, que ce soit la mêlée, la défense, la discipline, tout est en faveur de Perpignan. En face, on a un Stade Rochelais qui veut jouer énormément, qui joue quasiment tous les ballons à la main, toutes les pénalités rapidement, mais bah, il se précipite beaucoup trop. J'ai même trouvé qu'il y avait un petit peu de suffisance dans le jeu Rochelais, pensant qu'ils allaient sûrement exploser Perpignan. C'est pour ça que en seconde mi-temps, les Rochelais, ils ont beaucoup plus tenu le ballon, ils ont arrêté de se précipiter, ils ont construit leur jeu, et bah là c'est un peu plus passé. Ça n'a pas été facile néanmoins de prendre le bonus, puisque en face on avait une USAP qui certes ne répondait plus, du moins offensivement, mais qui était vaillante, comme à son habitude. Et ce qui a fait la différence, c'est clairement cette petite période où il y a le carton jaune de Tetrashvili qui met l'USAP dans le dur, et La Rochelle marque 2 essais pendant cette supériorité numérique. Bon, La Rochelle ils prennent le bonus, mais ils sont encore un peu trop brouillons. C'est normal parce que des recrues sont arrivées, il faut reconstruire tout ça, mais je sens qu'il se passe quelque chose à La Rochelle. On continue avec sûrement le meilleur match de cette journée, à savoir Pau-Lyon. Sur les 20 premières minutes, les deux équipes elles se tiennent. Chacune a ses temps forts et réussit à les convertir grâce à des coups de pied de pénalité. Mais après, la section a augmenté le curseur, possédant plus le ballon et surtout augmentant son niveau de jeu devant. Le paquet d'avant s'est bien repris par rapport à la semaine dernière, puisqu'ils ont bouffé les Lyonnais. Les courses étaient plus tranchantes, notamment sur le paquet d'avant. Les ballons portés étaient efficaces, et partir à la mi-temps avec un avantage de 11 points, donc 20-9, c'est plus que logique. Les Palois ont également mis une bonne pression défensive sur le Loup, qui d'ailleurs n'a pas su la renverser. Il y a notamment ce coup de pied en touche pas trouvé par Léo Berdeux, qui, quelques temps de jeu plus tard, amène l'essai de Ricci Watt. Puis en seconde mi-temps, les Palois ils se sont régalés offensivement, il y a notamment cet essai de Fabien Broboiry qui est magnifique, c'est un de mes essais coups de cœur de la journée, parce que franchement, il y a de la vitesse, il y a du soutien, il y a des belles courses, c'était franchement un régal de voir cet essai. En défense, ils étaient également morts de faim, il y a notamment cette Percier à un moment du Mortier après un petit jeu au pied par-dessus. On voit Grandidier qui fait l'effort de revenir en défense, et après, bah, passe mal assuré du Mortier et ballon rendu à la section. Il y a un état d'esprit qui est en train de se former à la section paloise. Et puis aussi, bah, il y a forcément ces dernières séquences lyonnaises, les 2-3 dernières minutes, elles se passent dans les 22 mètres de Pau, possession pour Lyon. Le bonus était déjà assuré pour Pau, mais néanmoins, ils ont quand même défendu à fond, et Lyon ne marquera jamais cet essai. Ça prouve que Pau était vraiment au-dessus mentalement, et comme je le disais, il y a vraiment du caractère qui est en train de naître de cette équipe. A l'inverse, Lyon, c'est un coup d'arrêt après 3 premiers matchs solides. Ça veut pas dire qu'on va les enterrer tout de suite,
Néanmoins, c'est quand même une belle petite claque reçue et il va falloir qu'ils se relèvent de ça. Un autre match sympa à regarder, c'était le Racing qui recevait Clermont. Avant de commencer, j'aimerais signaler qu'il y a clairement en avant sur l'essai de Jordan Joseph. La passe de Carbonneau, elle est 1 mètre voire 2 mètres en avant, et ne me parlez pas d'inertie, puisque Carbonneau était à l'arrêt. Donc je vois pas comment cet essai a pu être accordé. Mais bref, passons plus à l'analyse du match. Mis à part ça, je trouve que le Racing possède un jeu complet. Que ce soit devant, avec notamment l'essai de Tuisova qui arrive à pris quelques séquences du paquet d'avant, ou derrière, avec cet essai de Jordan Joseph ou l'essai de Wilfried Duleux, je trouve que le Racing sait jouer dans tous les styles. Du côté de Clermont, on est irrégulier au possible. On est capable de marquer de superbes essais, à l'image de Sodraka. D'ailleurs, sur le premier, Sun aurait pu clairement intervenir en défense, puisqu'il n'avait pas de ruck, donc il n'était pas hors jeu. Il n'a pas voulu défendre pour pas se faire prendre en pénalité, ce que je peux comprendre, mais il était dans la règle s'il avait défendu. Mais après, ils sont capables d'encaisser des essais casquettes, comme celui de Nathan Hughes après une réception pas assurée, ou cette interception en fin de match de Tuisova qui donne à Ficou un nouvel essai. Et c'est dommage parce que je trouve que Clermont a eu une bonne dépense d'énergie sur ce match et aurait mérité un bonus défensif, et sans ces erreurs, sans cette irrégularité qui je trouvais chronique à l'ASM depuis quelques saisons, bah il y aurait eu un bonus. Une victoire, je sais pas, ça me semblait compliqué parce que le Racing avait pris pas mal d'avance, mais un bonus, c'était clairement envisageable. Et d'ailleurs, de l'autre côté, effectivement, le Racing peut aussi se mordre les doigts car il y avait un bonus offensif qui était, pour le coup, aussi envisageable. Il y avait pas mal d'avance, mais ils ont trop laissé les Clermontois jouer et revenir dans le match, et par conséquent, ça fait 2 fois, après le match contre l'UBB, qu'ils ne prennent pas de bonus, alors qu'ils marquent énormément de points. Ça sera quelque chose à travailler, la défense du Racing, parce que l'offensive ça marche bien, mais la défense, c'est pas encore ça. Le dernier match de ce multi, c'était Montauban qui recevait Montpellier. Les Montalbanais ont donc marqué leur premier point en top 14 cette saison. Pourtant, c'est bien Montpellier qui commence bien le match, les 20 premières minutes, elles sont clairement à l'avantage des Héroltais, avec notamment, en ligne de mire, cet essai de Baptiste Ardosio à la 6e ou 7e minute. Mais après, ils ont fait une connerie à la 27e minute qui a complètement relancé Montauban dans le match, c'est évidemment cette relance de Donovan Taofifenua à 5 mètres de sa ligne, qui se fait croquer, et sur le même ruck, Billy Vunipola arrive et plonge sur le 2-1 mêlée, faute cynique, et carton jaune pour le numéro 8 anglais. Juste derrière, Montauban marque l'essai de Maxime Espeux est complètement relancé dans le match. Puis après, Montpellier a enchaîné les fautes et Montauban n'a pas été fou, ils n'ont pas fait les mêmes erreurs que contre Lyon. Cette fois-ci, ils ont pris les points dès qu'ils pouvaient avec la botte de Gérard Bosviel qui a fait un très bon match au pied. De plus, les Montpelliérains ont commis beaucoup d'imprécisions avant de marquer. Il y a notamment 2 essais qui sont refusés à Jordan Huel-Essay et à Auguste Cadeau pour respectivement un écran dans un moll de Baptiste Ardosio et un en avant sur la dernière passe de Leninouchi. C'est des imprécisions qui du coup ne leur permettent pas de marquer, alors que il y avait clairement la place de reprendre de l'avance. Donc Montpellier peut se mordre les doigts, et encore je trouve qu'ils sont mine de rien chanceux d'aller récupérer ce match nul à la dernière action, puisqu'en face, Montauban, ça a fait railler. Ils ont eu un paquet d'avant hyper combatif, avec notamment une deuxième ligne, Wanivi Mahafu, qui a fait un travail défensif absolument énorme, j'ai trouvé. Le paquet d'avant, même par moments, était dominant, que ce soit en mêlée, sur les ballons portés, et ça, je m'y attendais pas face à Montpellier, qui a un énorme pack. C'était étonnant. Mais en tout cas, Montauban ne vole absolument pas son match nul, et c'est même dommage pour eux, voire cruel, qu'ils ne repartent pas avec la victoire. Le match de samedi, c'était Toulouse qui recevait Castres. Et ce sont d'ailleurs les Tarnais qui ont très bien commencé ce match, ils sont rentrés direct dedans avec les 20 premières minutes qui étaient totalement à leur avantage. Ils ont mis beaucoup les Toulousains à la faute, et ont scoré dès qu'ils le pouvaient avec la botte de Pierre Poplin, puis de Geoffrey Palis. En face, on avait un Toulouse qui, je trouve, surjouait, et beaucoup dans son camp, et par conséquent, avec une défense de Castres qui à ce moment-là, étaient hermétiques, ils se sont beaucoup exposés, et Castres mettant la pression, ils ont pu marquer des points facilement. Mais le point de bascule de ce match, ça a été le deuxième essai de Guillaume Cramont. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais à partir de là, il y a eu un abandon de poste de tous les joueurs castrés. Ils deviennent totalement absents des débats, les castrés, après cet essai. Toulouse possède quasiment tous les ballons, Castres est hyper indiscipliné et ne remet jamais la main sur le ballon, et après Toulouse, avec la confiance qui se réenclenche grâce à ces 3 essais de Guillaume Cramont, et ils appuient sur l'accélérateur et marquent plein d'essais. Dans la conquête et dans l'affrontement physique, ils se sont fait défoncer par les Toulousains, il y avait vraiment pas match, surtout en seconde période. Et derrière, Toulouse, on connaît cette équipe, dès que ça a des espaces, ça les dévore. Et avec cette philosophie de beaucoup jouer, certes, ils ont beaucoup surjoué en première mi-temps, j'ai trouvé, mais après, c'était beaucoup plus fluide, et ils marquent 8 essais contre 0 pour Castres. Enfin, le dernier match, c'était Bayonne qui recevait Toulon à Jean Daugé.
dans un match de fou. En première mi-temps, Toulon n'est pas descendu du bus. Ils ont été beaucoup pénalisés, ils ont été, je trouve, dominés dans la densité physique, ils n'ont pas eu beaucoup de ballons à jouer. Bref, Bayonne avait vraiment la main mise sur ce match. Il y avait vraiment un engagement très fort des avants bayonnais, et beaucoup de vitesse chez les trois quarts. Il y a notamment l'essai de Spring qui résume assez bien ce que je dis, avec d'abord une énorme percussion de Setiano qui perce et qui amène plus tard à l'essai de Spring sur la même action. Mais les Toulonnais, ils ont cet essai de Gaël Dréan un peu avant la mi-temps qui les remet dans le match, un peu contre le cours du jeu parce qu'ils n'avaient pas énormément de ballons, et ben, ça va leur servir pour la seconde période. Ils sont revenus beaucoup plus incisifs qu'en première mi-temps, beaucoup plus combatif également, et même un petit peu roublard, à l'image de cet essai de Baptiste Serin qui se fait la malle tout seul dans le petit côté après une mêlée. Ils ont également mis Bayonne en difficulté en ayant une meilleure défense. Bayonne avait moins d'espace, dominait moins les collisions qu'avant, et a dû s'en remettre à la botte de Joris Second pour marquer des points. Parce que, heureusement pour Bayonne, Toulon a commis beaucoup de fautes dans cette seconde période. Et avec un buteur de la trempe de Joris Second qui fait un 100% d'ailleurs sur ce soir-là, bah forcément, Bayonne a pu contenir les Toulonnais au score. Et puis, il aura fallu donc ce magnifique drop sur la dernière minute de Joris Second pour sceller le score à 35-32. Bayonne gagne une nouvelle fois dans les derniers instants à Jean Daugé, ça devient une arlésienne, parce que franchement les équipes à l'extérieur n'y arrivent pas quand le score est serré, c'est toujours Bayonne qui gagne, et c'est impressionnant. D'ailleurs, petit aparté, je trouve que le carton jaune en fin de match de Cher Tiberguin, qui vient percuter en l'air Gaël Dréan sur un duel aérien, je trouve assez sévère, parce que certes, il y a une grosse blessure de Gaël Dréan, mais il ne le voit jamais en fait, il va juste à la lutte au ballon, donc je trouve ça très sévère de ce carton jaune. On passe maintenant au top et au flop. En top, je vais commencer par Thierry Paiva, le pilier du Stade français. Face à son ancien club, je l'ai trouvé vraiment au diapason, il a été dominant en mêlée, tout comme d'ailleurs son partenaire de la droite de la mêlée, Melikidze. Et dans les rugs, je l'ai trouvé important, il gratte un ballon, il a été pénible et très bon en défense. On continue avec Fabien Broboiry, je l'ai trouvé très tranchant, très solide avec le ballon, il arrivait souvent à franchir la ligne d'avantage ou du moins à avancer. Il fait d'ailleurs une énorme course, une très belle course sur son propre essai pour rattraper Jack Maddox sur sa relance. Et bah, il se rattrape très bien de son match que j'avais trouvé un peu raté à Clermont. Et le dernier top, c'est Théo Ntamak. Je trouve qu'il est hyper impressionnant ballon en main parce qu'il a une capacité à rebondir sur l'adversaire et à donc éviter le premier plaquage, à avancer et mettre de l'avancée pour son équipe qui est vraiment impressionnante. Et ces deux essais, bah, ils viennent confirmer ses propos puisque il y a d'abord un essai tout en puissance, puis un essai où il est hyper disponible dans le jeu. En flop, maintenant, je vais d'abord parler de Donovan Taofifenua. J'ai trouvé très peu inspiré offensivement. Sur son aile, je trouve qu'il a fait pas forcément les bons choix, oubliant souvent des surnombres. Puis il y a cette relance qui remet Montauban dans le match. Ça, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Deuxième flop, c'est Sitareki Tuikuvu. J'ai trouvé l'ailier bayonnais très mauvais sur le jeu aérien. Bayonne a été meilleur dans ce secteur, et notamment parce que Tuikuvu n'a pas été bon du tout. Et également, il a été pénalisé à plusieurs reprises. Et enfin, le dernier flop, c'est Tom Raffi. Malheureusement, il rate totalement son entrée en jeu au Racing. Sur son premier ballon, il se fait intercepter par Joshua Tuisova. Sur le deuxième ballon, il se fait coffrer. Et puis après, il touche 2-3 autres ballons où, pareil, il recule au contact. Et puis, dans le jeu, il ne trouve pas une touche sur une pénalité. Bon, ça amène à l'essai d'Amdaoui, certes, mais c'est quand même une faute technique au départ. Au niveau du classement, on a donc Toulouse et Pau qui sont les seules équipes en tête à 14 points, Lyon est pas loin derrière, et après c'est très compact, très serré, il y a jusqu'à on va dire Montpellier qui sont bien placés pour le top 6, et en bas, Perpignan est donc l'équipe qui est la seule à n'avoir aucun point, Montauban 13e avec 2 points. Pour ce qui est des pronos, on a d'abord Montpellier qui reçoit La Rochelle, Montpellier qui mentalement va vouloir se recentrer, se reconcentrer et gagner, parce que là, à Montauban, ils devaient gagner s'ils avaient été plus précis, et je les vois gagner, d'autant plus que La Rochelle n'a jamais gagné en termes Montpellier-Rennes. Clermont reçoit Montauban, et je pense qu'ils vont gagner les Montalbanais sans forcément un gros score. Il y aura peut-être un bonus offensif, mais pas du style qu'il y a eu comme à l'UBB en journée 3. Castres reçoit le Racing, et je trouve que Castres, mine de rien, à part ce match contre Bayonne, n'est pas aussi fringant que les saisons précédentes, alors que le Racing démarre très bien sa saison, je trouve. Donc, je vais miser sur une victoire du Racing. Toulon reçoit Pau, ça va être un match hyper intéressant. Moi, c'est clairement le match que j'ai envie de voir sur cette journée. Et je pense que les Toulonnais vont gagner les Palois, car ils sont très en place, les Toulonnais, malgré cette défaite à Bayonne. Pau est également une très bonne équipe en ce début de saison, mais ça m'étonnerait pas qu'ils fassent tourner sur ce déplacement. Perpignan reçoit le Stade français, ça va être un match
vraiment décisif, je pense, dans la saison de Perpignan. Mais je vois quand même le Stade français qui est très solide devant, très armé, qui commence à avoir un jeu construit, aller faire un coup à Perpignan. L'UBB reçoit Lyon et je pense que Bordeaux va gagner à domicile, pas forcément avec bonus ou quoi, je vois même d'ailleurs un bonus défensif pour Lyon. Et enfin, Bayonne reçoit Toulouse. Je pense que ça va être une victoire de Bayonne un peu caractéristique de cette équipe bayonnaise avec une victoire dans les derniers instants. Enfin bref, cette analyse est à présent terminée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok, je suis assez actif, je poste des petites capsules, des vidéos YouTube, mais également du contenu exclusif, c'est @bourrichon.tv. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube, m'écrire un commentaire, activer la cloche et mettre un like, c'est des petits gestes qui m'aident beaucoup. Enfin bref, c'était Bourrichon, ciao ciao.